Le 24 juillet 1967, vers les 19 h, Charles de Gaulle, le président de la République française, en voyage officiel au Canada, fait une entrée triomphale dans la ville de Montréal. 15 000 personnes attendent avec impatience qu'il apparaisse au balcon de la mairie, là, et s'adresse à eux. C'est une immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la ville de Montréal française. Puis, à la fin de son discours, De Gaulle prononce une petite phrase qui scandalise les autorités canadiennes, mais enchante le public québécois. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec, vive le Québec libre. Réécoutons les derniers mots de Gaulle. Vive le Québec libre. Vive le Québec libre. Les militants pour l'indépendance du Québec ne pouvaient rêver mieux. Ces 4 mots vont aussi provoquer une grave crise diplomatique entre la France et le Canada, qui accusera De Gaulle de s'immiscer dans ses affaires intérieures. En France, même le Premier ministre qualifiera l'attitude du président de folie gratuite. Mais alors pourquoi cette petite phrase? De Gaulle s'est-il laissé emporter par le climat de liesse populaire? Ou a-t-il voulu provoquer ouvertement le gouvernement canadien? Et si c'est le cas, dans quel but? Devant l'ampleur des réactions, il va écourter sa visite au Canada. Une visite qu'il a commencée la veille. Il est 9 h du matin quand De Gaulle débarque au port de Québec. Le chef de l'État français a été invité à visiter l'exposition universelle de Montréal, à 270 km de là. Il a même reçu 2 invitations, l'une du gouvernement fédéral et l'autre de la province du Québec. Voici ses hôtes. L'homme au chapeau, c'est Roland Michener, le gouverneur général du Canada. Juste derrière lui, c'est Daniel Johnson, le premier ministre du Québec. Ils ont tous les deux le sourire. Pourtant, il y a de la tension dans l'air. En commençant son voyage par Québec, De Gaulle met le gouvernement fédéral face à une situation très délicate. Selon le protocole, il aurait dû venir au Canada en avion et passer d'abord par Ottawa, la capitale. Mais il a décidé d'arriver par la mer et de débarquer dans la province du Québec, où vivent 4,5 millions de francophones. Puis, de la ville de Québec, de se rendre à Montréal pour l'exposition universelle, et de finir seulement par Ottawa. En venant d'abord ici, le président français fait clairement comprendre que la priorité de son voyage, c'est le Québec, pas le Canada. On n'est pas loin de l'incident diplomatique. D'ailleurs, ce n'est pas le ministre québécois qui l'accueille en premier, c'est le gouverneur général Michener. Une façon aimable de lui rappeler qu'il est bien en territoire canadien. La cérémonie d'accueil est réduite au minimum, au strict minimum. Le public est tenu à distance derrière des barrières de sécurité. Et seuls quelques officiels ont le privilège d'assister de près à la cérémonie. Là, sur la gauche du bâtiment, c'est le nouvel emblème de la Confédération canadienne. La feuille d'érable représente l'unité du pays. Et cette année,
la Confédération fête son centenaire. Alors le fait que De Gaulle n'ait pas voulu prononcer son premier discours à Ottawa est d'autant plus vexant. Fin de la cérémonie. De Gaulle et Johnson, le ministre de la province, prennent congé du gouverneur général et quittent le port ensemble. La voiture démarre à peine et De Gaulle se lève déjà pour saluer les Québécois qu'il est impatient de rencontrer. Deuxième rendez-vous de la journée, cette fois à l'Hôtel de Ville de Québec. L'accueil n'a plus rien à voir avec celui des autorités fédérales. Oh, il est là, regardez-le. Il est là. Vive la En reprenant au premier citoyen de la République française. Le général est présenté au maire et à son épouse. Vous avez remarqué sur son parcours et celui des caméras qui le suivent tous ces écriteaux « France, Québec, libre ». Au-dessus, « France libre ». Et là, « France, Québec, liberté ». Les Québécois ne se privent pas de faire référence à la France libre. Voilà des mots et une ambiance qui rappellent les journées d'août 1944 à Paris. Et ce n'est certainement pas un hasard si aujourd'hui De Gaulle porte son célèbre uniforme. Tout à fait à l'aise dans cette ambiance, il cherche le contact, va au-devant d'une foule exubérante, une foule dans laquelle se sont glissés des militants pour l'indépendance de la province. Presque 3 ans plus tôt, le 10 octobre 1964 au Parlement de Québec, l'ambiance est bien différente pour la visite d'Élisabeth II, la reine d'Angleterre et souveraine du Canada. Juste avant son arrivée, des policiers arrêtent des militants pour l'indépendance de la province, venus manifester contre sa présence. Les autorités ont prévu un dispositif de sécurité exceptionnel. Des centaines de policiers et de soldats ont été placés au coude à coude pour encadrer l'arrivée du cortège royal. Pourtant, il n'y a pas grand monde. Les habitants de Québec ont boudé la visite de la reine, que voilà. Pour eux, elle symbolise la domination anglophone. En brandissant le drapeau à fleur de lys du Québec, d'autres militants rassemblés près du Parlement veulent rappeler à Élisabeth II qu'elle n'est pas du tout la bienvenue chez eux. Pour De Gaulle, c'est l'inverse. Ce 23 juillet 1967, il a droit à tous les honneurs. Sa venue est perçue comme un formidable signe de rapprochement entre la France et le Québec. De tout mon cœur, je remercie Québec de son magnifique accueil, de son accueil français. Nous sommes liés par le présent, parce qu'ici, comme dans le vieux pays, nous nous sommes réveillés. Nous acquérons toujours plus fort les moyens d'être nous-mêmes. Devant l'enthousiasme de la foule, De Gaulle glisse une petite phrase pleine d'audace. Nous sommes liés par notre avenir. Mais on est chez soi ici, après tout. Chez lui, le président français dit qu'il est chez lui à Québec. Il veut rappeler les origines françaises de la ville avant sa conquête par les Anglais, en 1759. Une allusion qui enchante les militants avec cette banderole. Notre État français, nous l'aurons. Pour le ministre Johnson, qui tient à rehausser le prestige des Canadiens français, ce voyage commence bien. Après Québec, le cortège présidentiel prend la direction de la ville
de Sainte-Anne-de-Beaupré, où De Gaulle va assister à une messe dominicale. C'est une équipe de cinéastes québécois qui fait ces images. Ils sont les seuls à avoir été autorisés à suivre le cortège en hélicoptère. Le lendemain matin, privilège exceptionnel. Un des caméramans est dans la voiture présidentielle et filme Johnson et le général de Gaulle de très près. Ils sont en route pour Montréal. Comme Johnson l'avait prévu, il y a beaucoup de monde pour saluer le président français. Ce lundi a été décrété jour férié. Un arc de triomphe en branche de sapin. Entre les villes de Québec et de Montréal, il y en a encore 20 pour honorer De Gaulle. Stop, autre chose. Derrière la foule, des deux côtés, il y a quantité d'oriflammes, français et québécois, mais pas un seul Canadien. Une décision des autorités de la province qui ne plaît pas du tout au gouvernement fédéral. De Gaulle voulait une voiture décapotable pour que le public puisse bien le voir. Pas de chance, la pluie est au rendez-vous et un petit arrêt technique s'impose pour remonter la capote. Mais pas question pour De Gaulle de fermer sa fenêtre. Il ne veut pas perdre le contact avec les Québécois. C'est lui qui a choisi de prendre cette route, le chemin du roi comme on l'appelle depuis plus de 3 siècles. Les premiers colons français l'avaient ainsi baptisé dans l'espoir que le roi de France vienne un jour à leur rencontre. En 1967, entre les villes de Québec et de Montréal, 3 routes sont possibles. Les 270 km du chemin du roi, une route de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent et une voie rapide. De Gaulle a opté pour le chemin le plus chargé d'histoire de France et il va s'arrêter 7 fois. C'est à Trois-Rivières, la ville la plus peuplée du parcours, qu'il fait la halte la plus longue. Comme à chaque étape, De Gaulle va d'abord faire un discours. Puis on lui a prévu un bain de foule, un déjeuner et une petite sieste. Il sait qu'en approchant de Montréal, les journalistes deviennent nombreux à commenter sa visite. Et il va proposer de plus en plus ouvertement aux Québécois de prendre l'avenir de leur province en main. Écoutons-le. Nous sommes maintenant à l'époque où le Québec, le Canada français, devient maître de lui-même. C'est le génie de notre temps, c'est l'esprit de notre temps. Que chaque peuple, où qu'il soit et quel qu'il soit, doit disposer de lui-même. C'est le 4e discours de la journée. Malgré ses 76 ans, De Gaulle ne montre pas le moindre signe de fatigue. Il rythme ses paroles avec des gestes aussi énergiques qu'hier ou ce matin. Pour ceux qui le filment, c'est parfait. Vous avez remarqué? Pas le moindre bout de papier, pas de note écrite, rien. De Gaulle apprend ses discours par cœur. Il sait combien c'est ennuyeux de regarder quelqu'un lire son texte. Et puis il a une très mauvaise vue. En 1958, au tout début de sa présidence, De Gaulle lisait parfois ses discours. Mais il a très vite compris qu'un bon orateur doit avoir le sens du spectacle. Surtout quand il a un message fort à adresser, comme ici à Trois-Rivières. Nous sommes maintenant à l'époque où le Québec, le Canada français, devient maître de lui-même. Un instant, est-ce que cela signifie que De Gaulle encourage le Québec à aller vers son indépendance politique? Il quitte à peine l'estrade que tout le monde veut l'approcher,
le toucher, serrer la main du célèbre général. Il avait demandé aux organisateurs de prévoir des bains de foule le plus souvent possible. Le voilà comblé. Un peu après 19 h, le convoi entre dans Montréal. Il y a environ 500 000 personnes sur le trajet choisi pour conduire De Gaulle et Johnson à l'hôtel de ville. Le cortège a pris du retard et la nuit approche. De Gaulle est impatient d'arriver à la mairie pour l'ultime discours de la journée, le plus important pour lui. La dernière fois que le président français est venu à Montréal, c'était en avril 1960, le 21 avril 1960. Il y avait beaucoup moins de monde pour le saluer. Pas de drapeau agité pour honorer le cortège, pas de main tendue vers le général de Gaulle. Il était de passage au Canada après une visite officielle aux États-Unis. C'était la première fois depuis son élection à la présidence de la France qu'il était reçu à Montréal. Mais l'accueil ne fut ni chaleureux ni fastueux. Le voilà à sa sortie de l'hôtel de ville. Il ne porte pas l'uniforme, mais un costume. C'est à partir de cette visite que De Gaulle va s'intéresser à un rapprochement entre la France et le Québec, et qu'il va favoriser des échanges culturels entre les deux gouvernements. Sept ans plus tard, le 24 juillet 1967, De Gaulle va plus loin. Il transforme le début de son voyage officiel au Canada en une véritable tournée pour l'émancipation du Québec. À son arrivée à l'hôtel de ville, c'est le triomphe. Vous avez remarqué l'attitude du ministre Johnson? Regardons les images filmées par une autre caméra. Il ne cache pas sa jubilation. Être là, aux côtés du président français, c'est ce qu'il pouvait rêver de mieux pour son image auprès des Québécois. Et en 2 jours, ses liens avec De Gaulle se sont considérablement renforcés. La voiture est à peine passée que la foule envahit la rue, et c'est la pagaille. Les policiers peinent à faire barrage. Un instant. Sur tous ces écriteaux, on voit les mêmes lettres. R-I-N. Les initiales du Rassemblement pour l'indépendance nationale. Le mouvement indépendantiste le plus influent de la province. Leurs militants sont venus en force. C'est ici qu'ils espèrent le plus attirer l'attention de Gaulle et des médias. Beaucoup d'autres gens manifestent pour l'indépendance en agitant pancartes et drapeaux du Québec. La foule réclame maintenant le général de Gaulle au balcon de l'hôtel de ville pour un discours. Ces images sont faites par les caméramans de la télévision québécoise et elles passent en direct partout au Canada. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir, ici, et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Atmosphère de libération. Voilà des mots qui ravissent ceux qui militent pour l'indépendance du Québec. Puis, à la fin du discours, c'est le coup d'éclat. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre!
La foule déborde d'enthousiasme. Le président français vient de reprendre un slogan des militants les plus acharnés. Vive le Québec libre. Discours après discours, De Gaulle a monté le ton, avec à chaque fois des propos qui penchent pour l'indépendance du Québec. Mais personne ne pouvait imaginer qu'il oserait aller jusqu'à dire « Vive le Québec libre ». Sauf peut-être les militants. Depuis la veille à Québec, ce sont bien ces mots-là qu'ils affichent sur leurs pancartes. Québec libre. De Gaulle les a vus et entendus partout où il est allé. À Montréal, c'est sa dernière occasion d'aller au bout de ce qu'il veut dire aux Québécois. Alors à la fin, il prend tout son temps pour prononcer sa petite phrase. Vive le Québec libre! Il fait déjà nuit lorsque De Gaulle quitte l'hôtel de ville. Dans son entourage, comme chez les responsables québécois, l'émotion est encore vive. Sa déclaration est une gifle pour les autorités d'Ottawa. En tenant de tels propos ici à Montréal, où tous les médias l'attendaient, De Gaulle porte volontairement la question de l'indépendance du Québec sur la scène internationale. Les réactions vont être nombreuses et parfois violentes. Voilà par exemple comment l'événement est rapporté en Grande-Bretagne quelques jours plus tard. Long live free Quebec. With those words, President de Gaulle has made one of the most incomprehensible diplomatic blunders of any current politician, let alone leading world statesman. By openly encouraging the French-Canadian separatists in Quebec, he's lost the respect of Canadians and Americans, while Frenchmen can only feel perplexity and sadness. At 76, we can allow him a certain eccentricity, but how long can France maintain her faith in a leader who appears to have become so strangely unpredictable? Mardi 25 juillet. Comme prévu, De Gaulle vient visiter l'exposition universelle de Montréal. Pour le public, la grande attraction du jour, c'est lui. Le voilà. Depuis ce matin, la petite phrase prononcée par le président français fait le tour du monde. Elle est commentée dans tous les journaux, au Canada, en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis et même en Chine. Malgré la polémique qui enfle d'heure en heure, De Gaulle fait comme si de rien n'était. Mais ceux qui l'accompagnent attendent avec inquiétude les réactions du gouvernement canadien. Ce n'est qu'à 18h que Lester Pearson, le Premier ministre du Canada, se décide enfin à faire une déclaration. Je suis sûr que les Canadiens, d'un bout à l'autre du pays, se sont réjouis de la chaleureux bienvenue que le président de la France ait reçu au Québec. Cependant, certaines déclarations faites par le président ont tendance à encourager la faible minorité de notre population qui cherche à détruire le Canada. Et comme telles, elles sont inacceptables pour le peuple canadien et son gouvernement. Le lendemain après-midi, direction l'aéroport de Montréal. C'est la fin du voyage pour De Gaulle. Suite aux déclarations du Premier ministre canadien, il a décidé d'écourter son séjour au Canada. Il n'ira pas à Ottawa. Son avion l'attendait là-bas. Pour rentrer au plus vite à Paris, l'appareil a été ramené ici, à Montréal. Si De Gaulle a fait ce voyage, c'est d'abord et avant tout pour s'adresser directement au peuple québécois. Sa provocation de Montréal va entraîner un refroidissement des relations entre la France et le Canada, mais elle va permettre au Québec d'accéder à une reconnaissance internationale. Avec ces 4 mots,
il sera dit que c'est De Gaulle qui a mis le Québec sur la carte du monde.